Pour débuter mon enquête sur la star des fruits rouges, je me rends au Palace Royal Monceau. Là, je rencontre le chef Laurent André, un iconoclaste qui aime explorer l'inattendu. Avec lui, j'apprends que la fraise est tout aussi attirante, sans sa robe rouge. J'ai la chance d'avoir un petit jardin à la maison et d'avoir une petite fille qui a un jour ramassé des fraises vertes parce qu'elle pensait que les fraises étaient prêtes parce qu'elles avaient la forme. Et je me suis retrouvé en cuisine chez moi. Je l'ai juste attrapé et je l'ai goûté. Et je me suis dit, mais cette acidité-là me plaît. J'aurais tendance à dire qu'elle se rapprocherait presque d'un citron. Et je l'ai tout de suite mariée avec un poisson. La fraise rouge en a ras la collerette des idées de Laurent André. Non seulement elle est concurrencée par la fraise verte, mais aussi par une de ses cousines, la fraise ananas, une variété qui devient blanche à maturité et qui se marie délicieusement avec un magret de canard. En forme de cœur, sucrée et savoureuse, en gâteau, glace ou coulis, la fraise est un des fruits préférés des Français qui en consomment 130 000 tonnes par an. Mais la fraise du jardin de nos grands-mères a aujourd'hui un parfum de paradis perdu, un arrière-goût décevant de fraise à l'eau. Pourquoi la saveur des fraises de notre enfance a-t-elle disparu? S'est-elle perdue dans les fraises de Noël, une des dernières modes énergivores? Ou bien s'est-elle égarée dans les serres hors sol de France, de Belgique ou d'Espagne, où les fraisiers ne sont jamais en contact avec la terre? Que faut-il penser des différents scandales de pesticides retrouvés dans les fraises? En général, on retrouve entre 3, 4, 5 résidus de pesticides différents sur les fraises. La majorité des fraises consommées par les Français viennent d'Espagne. Nous sommes allés en Andalousie et là nous avons découvert que chômeurs espagnols et étrangers venus de pays pauvres s'y livrent une concurrence inquiétante pour quelques euros de l'heure. C'est arrivé qu'on vous propose 3 € de l'heure? Bueno, moins que ça aussi, moins que ça. Est-ce ce moins-disant social qui permet de tirer les prix de la fraise espagnole au plus bas? D'autres, au contraire, préfèrent vendre plus cher pour produire de la qualité. Ce sont les adeptes du bio, comme les Nolins, qui récoltent des fraises sans aucun produit chimique, à l'aide de purins de plantes sauvages. La nature, elle a ce qu'il faut pour nous nourrir et pour faire en sorte qu'on aille bien sur Terre. C'est un tout. Protégeons-la et elle nous protégera. Quelques rares paysans, dans un univers où l'industrie a remplacé l'agriculture, pour laisser place à l'agrobusiness. Fruit du soleil et de la chaleur, la saison des fraises, c'est de mai à septembre. Enfin ça, c'est la théorie. Petite promenade à Rungis. Nous sommes fin décembre et pourtant, on y trouve beaucoup de fraises. On les imagine importées de lointains pays chauds. Eh bien pas du tout, c'est même tout à fait le contraire. Étonnamment, elles nous viennent d'un pays situé encore plus au nord de la France. Ça, c'est une fraise qui vient de Belgique, c'est une El Santa. C'est vraiment une fraise qui est très parfumée. Oui, c'est vraiment sucré. La Belgique, c'est quand même sécurisant pour nous parce qu'on a une fraise et de qualité gustative et de qualité visuelle. C'est des gens qui travaillent très sérieusement. Direction la Belgique, donc, pour comprendre comment des producteurs réussissent à faire mûrir des fruits d'été au cœur de l'hiver. Nous nous rendons dans le nord des Flandres, à 2 pas des Pays-Bas, à la coopérative Doekstraten. Tout
Tous ces bacs en bois appartiennent aux producteurs de la région. À l'intérieur, des milliers de plants de fraisiers. Peter Rambutz nous emmène dans un frigo géant. Ce responsable de la coopérative va nous dévoiler le secret des fraises de Noël. Normalement, dans la nature, les fraisiers donnent des fruits au printemps. Ici, dans ces chambres froides, on laisse les plants en hibernation forcée jusqu'à la fin de l'été pour qu'ils produisent des fraises juste avant Noël. Ainsi, on trompe la nature. Tant que les plantes sont dans le frigo, elles croient que c'est encore l'hiver. Dans le frigo, nous les maintenons à une température comprise entre -1,5 et -2 degrés. Pendant des mois, ces frigos consomment de l'électricité pour maintenir les plants au froid en plein été. Pour comprendre comment ces plants produisent ensuite des fraises à Noël, Peter Rambutz nous emmène chez Jan Janssen, un des producteurs flamands de la région. Salut Yann. Salut Peter. Alors, tu récoltes? Oui, c'est la dernière récolte, je crois. Les fraisiers que nous voyons ont été sortis des chambres froides au tout début de l'automne. Puis, ils ont donné des fruits en plein hiver. Le soleil brille peu, mais ce producteur a un truc pour faire rougir ses fraises. Il n'y a pas de soleil, alors nous le fabriquons. Avec ces lampes, nous imitons le soleil. Enfin, pas tout à fait, mais ça marche. Plus il y a de fraises, plus nous avons besoin de lumière, car la plante doit créer du sucre pour le transmettre aux fruits. Les serres de Jan Janssen sont éclairées toute la journée par 2000 lampes. Cela représente une importante consommation d'électricité. Mais ce n'est pas tout. Pour simuler la douceur du printemps, ce producteur doit aussi chauffer ses serres. Nous chauffons la serre avec tous ces tuyaux. L'eau chaude coule dans ces tuyaux. Nous essayons d'avoir 18 degrés dans la serre. Et à quelle température est l'eau? 50 à 60 degrés. Ça dépend de la température extérieure. L'eau est chauffée par une chaudière à gaz. Pour recréer ce printemps artificiel, Jan Janssen a investi dans un système impressionnant de réservoirs d'eau chaude géants et de chaudières ultra puissantes. Produire des fraises hors saison, c'est une agriculture de luxe. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Le gaz ou l'électricité? Les deux coûtent cher. On utilise beaucoup de gaz et d'électricité. C'est juste très cher. Dans les magasins, ces fraises d'hiver s'affichent autour de 15 € le kilo. Sur ce prix, il faut compter plus de 5 € pour le gaz et l'électricité. Voilà pourquoi elles sont 3 fois plus chères à Noël qu'au printemps. Les écologistes dénoncent cette impressionnante consommation de chauffage et donc un bilan carbone déplorable. Des critiques que Jan Janssen balaie d'un revers de la main. Ces théories sont périmées, car en Belgique, on trouve aussi des fraises espagnoles. Elles arrivent ici par camion. Ce n'est pas très écologique. Nous travaillons avec le moins d'insecticides possible. Nous utilisons du gaz à 100%. Le gaz, c'est écologique. Nous utilisons de l'eau de pluie. C'est naturel. On trouve des tomates toute l'année. Même chose pour la salade. Tous les légumes sont disponibles. Si on fait venir des fraises du Mexique en avion, pourquoi nous n'aurions pas le droit de les cultiver ici? Et en plus, elles sont meilleures. Tout le monde ne partage pas l'enthousiasme des producteurs belges pour la fraise de Noël. Au Royal Monceau, le chef Laurent André ne l'inscrit jamais à son menu en hiver. Ce que je pense de la fraise à Noël, non, c'est pas possible, c'est juste une plaisanterie. On nous parle de couches d'ozone, on nous parle de quoi encore? De faire attention à la nature, de la protection du monde. Et on fait des fraises à Noël avec du gaz. Je veux pas jouer les vieux cons, mais il arrive un moment, stop quoi. Je veux dire, la bûche, elle n'est pas à la fraise.
Les producteurs, ils disent, nous, on fait de la fraise à Noël parce que c'est une demande du consommateur et on doit répondre à la demande du consommateur. Je pense que s'il n'y avait pas de fraises, le consommateur n'en demanderait pas. Je pense plutôt qu'on fait des fraises business plutôt que de la fraise qualité à Noël. C'est ni plus ni moins que du business pour moi. Mais ne me parlez pas de fraises à Noël, s'il vous plaît, là, vous allez vraiment m'énerver. La Belgique est-elle la seule à produire des fraises hors saison? Nous sommes à la fin de l'hiver sur ce marché parisien. La gariguette vient d'arriver. Et cela n'étonne personne de la voir sur les étals dès le mois de mars. Mais est-ce si naturel? Direction la Bretagne, à Plougastel. Chez Jean-Jacques Le Gall, on cultive la fraise depuis plusieurs générations. Donc là, on a une variété gariguette qui a un petit côté acidulé, qui est la caractéristique principale de la gariguette. Surtout, ne pas mettre la fraise au frigo. Ça casse le goût complètement. 3-4 heures au frigo, vous avez enlevé une partie de la flaveur, on appelle ça. C'est de la saveur et puis de l'odeur. Ça ne reviendra pas, même Non. si on les remet à température ambiante. Ah non, c'est pas comme du vin, il ne faut pas le mettre à chambrer avant de le servir. Vous avez gâché une partie du plaisir. Nous, on a goûté, et c'est vrai que juste cueillies, ces gariguettes ont du goût. Nous sommes mi-mars, et sous ces fraisiers, on trouve là aussi des kilomètres de tuyaux de chauffage. Ça nous permet d'avoir les premières fraises début mars. Alors qu'une variété gariguette mise sans chauffage, on arriverait en production un mois et demi plus tard. Donc ça nous a permis d'avoir des fraises sur le marché à partir du début mars. Ici, les fraisiers poussent en hors-sol, c'est-à-dire que leurs racines n'ont aucun contact avec la terre ferme, comme les 3/4 des fraises françaises que vous trouvez dans les magasins. Les producteurs préfèrent parler de jardin suspendu. Plutôt que de hors-sol, c'est plus vendeur. Mais en fait, tous ces mots, ça veut dire quoi? Vos fraises, elles poussent dans quoi exactement? Dans du terreau. Mais on pourrait faire pousser la fraise dans n'importe quoi, dans du sable, dans du gravion. La fraise se nourrit de quoi? C'est dans le terreau qu'elle trouve sa nourriture? Non, en fait, il n'y a rien dedans. Donc nous, on apporte à chaque fois de l'eau et de l'engrais, 3, 4 fois ou 5 fois ou 6 fois par jour, suivant le temps. Et c'est toujours de l'eau et de l'engrais. En hors-sol, le fraisier est nourri uniquement avec des engrais chimiques. De quoi sont-ils constitués? Jean-Jacques Le Gall a accepté de nous montrer son local à engrais. Donc les solutions d'engrais qu'on prépare se préparent dans ces bacs-là. On a de la chaux là. Ici, on a de la potasse, acide phosphorique. Il y a 4 gros engrais en fait différents. Là, vous avez du nitrate de chaux. Vous avez du nitrate de potasse. Donc c'est un engrais sous forme solide. Hein, et une fois mélangé à l'eau, après, ça se dissout très bien dans l'eau. Vous avez phosphate monopotassique, sulfate de magnésie, et là-bas, vous aviez la chaux. Donc ça, vous dites que ce sont des engrais chimiques. Oui. Ça veut dire que c'est fabriqué. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment ils C'est fabriquent des granulés. C'est des... Voilà. Oui, le terreau, voilà, c'est ça. Et ce que je veux dire, c'est ceux qui fabriquent ce produit-là, ils vont chercher ça dans la terre ou ils le font? Ah non, ils le fabriquent, hein, c'est fabriqué, hein, c'est à base de produits pétroliers, tout ça. Hein. Et est-ce que vous pensez que vos fraises sont aussi saines avec des engrais chimiques que les fraises bio, qui sont cultivées avec des engrais naturels, du fumier? Mais 90% des fraises sont produites comme on le fait nous-mêmes. Et je ne pense pas que c'est le fait de mettre de l'engrais au pied des plants qui leur donne un goût différent ou qui sont moins bonnes. Au contraire. Pour comprendre le lien entre engrais chimiques et goût des fraises, nous rencontrons Lydia et Claude Bourguignon, 2 microbiologistes à la tête d'un laboratoire d'analyse des sols. Une fraise hors sol ou même cultivée comme ça ne pourra jamais avoir le goût d'une fraise qui est sur plein champ. Si on parle de la fraise de Plougastel, c'était un terroir et c'est le sous-sol qui donne à manger. Et le sol de Plougastel, il était différent du sol de Nantes, il était différent parce que chaque roche a un certain pourcentage de ligo-éléments qui lui sont propres, qui va donc permettre la synthèse d'un certain nombre d'arômes, alors que la roche d'à côté, qui ne va pas avoir les mêmes pourcentages, fera d'autres arômes, et c'est ce qui faisait que les fraises n'étaient pas les mêmes selon qu'elles venaient de Bretagne, selon qu'elles venaient du sud-est de la France, et on goûtait des fraises différentes. Maintenant, elles ont toutes le même goût, elles sont toutes pareilles, elles reçoivent tous les mêmes éléments. En hors-sol, l'indication Périgord ou Bretagne sur la barquette ne sert donc à rien. Les fraises d'une même variété auront le même goût, quelle que soit leur provenance. Le terroir n'existe plus. Pourtant, Jean-Jacques Le Gall préfère le hors-sol à la culture pleine terre.
C'est comme les gens qui font du bio interdisent de faire du bio en France en jardin suspendu parce qu'il n'y a pas de contact entre la plante et le sol. C'est vrai que là, il n'y a pas de contact. Moi, je préfère travailler avec des méthodes modernes, avec des gens qui travaillent dans des conditions optimales. Mes fraises ne seront pas meilleures parce que les gens étaient ramassés à quatre pattes toute la journée, avec le dos cassé, et ça sera du bio. Moi, je ne suis pas bio. Chacun a son métier. Mais moi, je considère qu'on a des moyens maintenant de faire des choses dans des conditions superbes, en culture raisonnée, où il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'ai pas envie, non plus, pour sauver la planète, de revenir à chauffer à la bougie et à circuler. Il faut vivre avec son temps. La 404 était une bonne bagnole, mais je n'irai pas acheter 404 maintenant, donc il faut avancer aussi. Voilà. La modernité, il l'a aussi épousée en utilisant des pesticides. Un sujet tabou chez les producteurs qui n'aiment pas en parler, de peur d'effrayer les consommateurs. Jean-Jacques Le Gall, lui, a accepté de nous ouvrir son armoire à pesticides. Tout au long de notre interview, il va s'efforcer d'être le plus rassurant possible. D'ailleurs, le premier bidon qu'il choisit de nous montrer, c'est un produit bio. Mais les produits qu'on utilise maintenant, c'est plus des produits chimiques. Vous voyez, ce sont des huiles essentielles, par exemple. On a l'huile essentielle d'orange. Vous n'avez plus du tout de pesticides? Si on en a, on peut en utiliser, mais si on a des bestioles, vous voyez, il y a très peu de produits. À vue d'œil, on compte quand même 25 produits. Anti-acariens, anti-moisissures, anti-limaces, anti-champignons, produits pour la désinfection des sols et quelques insecticides. Mais les insecticides, Jean-Jacques Le Gall assure ne pas les utiliser en grande quantité pour ne pas tuer ses bourdons dont il a besoin pour polliniser ses fraisiers. Vous avez des produits contre les pucerons, vous avez un produit... Alors c'est quoi contre les pucerons? Calypso, c'est contre les pucerons. Mais je n'ai pas fait un seul traitement cette année encore contre les pucerons, je n'ai pas eu de pucerons. Donc s'il n'y en a pas, on ne fait pas. Hein. Bon, le traitement, c'est un coût, c'est un travail. Et ça si on peut éviter, on peut presque faire des cultures en serre là maintenant avec traitement zéro. Si les pucerons arrivent quand les fraises sont là, qu'est-ce que vous pouvez... On peut faire un traitement après une récolte le jeudi. Le jeudi après-midi, je peux faire un traitement, je ne ramasserai pas avant le lundi. Donc vous aurez quand même passé le produit quand il y a la fraise verte. Mais il n'y aura plus de traces dessus 3 jours après. Les insecticides sont utilisés sur les fraises. Mais le producteur doit attendre un délai de 3 jours après traitement avant de les récolter. Ce laps de temps permettrait au produit de disparaître. Alors il n'y a plus de traces, il est passé où il est photodégradable, il est dégradé par la chaleur, par la lumière, mais le produit n'est plus existant en tant que matière active sur le plan. Les traces disparaissent-elles vraiment toutes? Quand nous croquons une fraise, croquons-nous aussi des pesticides? Réponse à Montpellier. Dans ce bâtiment dédié au laboratoire de la DGCCRF, la direction de la concurrence, de la consommation et des fraudes. Ici, chaque étage a sa spécialité. Nous, on va au premier, à l'étage des pesticides. C'est Serge Plonévez, ingénieur, qui va traquer les produits chimiques sur ces fraises prélevées dans un supermarché. Il va rechercher une liste impressionnante de pesticides. 380 exactement. Ces scientifiques ratissent très large en cherchant tous les produits susceptibles d'être aspergés sur les végétaux. Le maximum qu'on ait retrouvé, c'est 9 résidus sur les fraises. Et en général, on retrouve entre 3, 4, 5 résidus de pesticides différents sur les fraises. En général. Et les échantillons de fraises qui sont complètement exempts de résidus sont quand même assez rares. Puisqu'on a quand même 90% de nos échantillons qui contiennent au moins un résidu. La quasi-totalité des fraises présente donc des traces de pesticides. La théorie des produits chimiques qui disparaissent complètement serait donc fausse dans certains cas. Le réflexe classique à la maison, c'est de bien laver ses fraises pour enlever les pesticides. Mais cela sert-il vraiment à quelque chose? On retrouve la majorité des pesticides à peu près pareil, équivalent sur fruits lavés et non lavés. C'est lié en fait à la structure de la fraise qui fait que en fait, les pesticides pénètrent dans le fruit plus sain. C'est un peu poreux, ça pénètre facilement le fruit. Oui. On a fait les essais avec les salades, on a fait avec les agrumes, avec les pommes. Et en fait, sur tous les autres salades, agrumes, pommes, il vaut mieux laver. En 2012, la DGCCRF a analysé 87 barquettes.
Parmi elles, 6 dépassaient les seuils de pesticides autorisés. Les autres, donc la quasi-totalité, contenaient des traces, mais en dessous des normes, donc conformes à la loi. Que faut-il penser de ces résultats? Nous avons posé la question à François Veillerette, le porte-parole de l'association Génération Future. L'an dernier, il a fait analyser 49 barquettes de fraises. Et comme la DGCCRF, il a constaté que la quasi-totalité contenait des résidus en dessous des normes. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de danger? Mais nous, ce qui nous inquiète, c'est un peu quand même le cocktail. Parce que si on en mange 4 ou 5 dans les fraises et dans les autres légumes ou fruits dans la journée, on en mange encore d'autres. C'est quand même ça qui peut être préoccupant. Pour autant, nous, on ne pense pas que le respect de ces limites maximales en résidus soit une garantie absolue, puisqu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup de pesticides qui ont des effets qu'on nomme perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire à des faibles doses. Ils peuvent aller perturber, par exemple, le jeune enfant ou le développement du fœtus. Alors, les perturbateurs endocriniens, on le sait, peuvent créer ou favoriser certains problèmes de développement, certains même des problèmes de métabolisme, c'est-à-dire le diabète ou obésité, alors certains cancers, certains problèmes de reproduction. La solution est-elle d'acheter uniquement des fraises bio, sachant que cela n'est pas à la portée de toutes les bourses? Pas forcément. Dans son étude, François Veillerette a constaté que certains producteurs non bio travaillent aussi très bien. Et surtout, on a repéré que dans les fraises françaises, il y avait des écarts très importants selon les producteurs. Il y a des échantillons de fraises non bio, on a trouvé 0 résidu de pesticides. Par contre, 1 ou 2 échantillons, on en a trouvé 10 ou 12. Ce qui veut dire qu'il y a des pratiques qui sont diverses. Il y a des producteurs qui travaillent très bien. Alors de l'autre côté, on avait avec 12 résidus de pesticides, ça veut dire que là, les gens n'ont pas bien travaillé du tout. Ils ont vraiment abusé sur l'utilisation des produits. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le consommateur sache le nombre de traitements qui ont été utilisés, le nom des produits, que ce soit mis sur l'étiquette. Et moi, consommateur, je peux choisir un produit où il y a eu 2 traitements par rapport à un produit où il y en a eu 12, par exemple. Et là, j'ai un vrai choix, une vraie liberté de consommateur. L'étude publiée par Génération Future a fait scandale, car des insecticides interdits ont été découverts dans 2 barquettes, de l'endosulfan sur des fraises françaises et du carbosulfan sur des espagnols. La fraise espagnole, c'est la moins chère. On la trouve partout sur les étals et dans les gâteaux. C'est aussi la plus consommée. Plus de la moitié des fraises vendues en France sont espagnoles. Pour savoir comment elle est cultivée, nous partons en Andalousie, dans la région de Huelva. À l'horizon, un océan de serre. Ici, la fraise, on l'appelle l'or rouge, car elle fait travailler 75 000 saisonniers. Une activité cruciale pour l'Andalousie, dont le taux de chômage culmine à 36%, le plus élevé d'Espagne. Autant dire que la fraise est ici un secteur ultra sensible et que les journalistes ne sont pas les bienvenus. Nous allons même découvrir que les producteurs de fraises ont organisé une véritable omerta. Nous leur avons formulé plusieurs demandes de tournage par mail et par téléphone, en vain. Sur place, je me rends au siège social de plusieurs coopératives avec une interprète. Vu l'accueil, nous filmons en caméra discrète. Nous sommes dans les locaux du plus grand regroupement de fraisiculteurs de la région. Me dice que están visitando una plantación en Palos y en Lucena del Puerto, o sea que no están aquí en Huelva, no vienen para acá. ¿Nos puedes dar el número de teléfono de los responsables para que...? No, eso no me lo autorizan, mira. Conocida, que yo conociera, pues sí lo daría el teléfono. Pero o sea, si no ser así, no lo... Si nous connaissez, nous donnerons le numéro, mais là, comme il ne connaît pas, il ne peut pas nous donner. Nous ne pouvons pas avoir les coordonnées du responsable, alors nous demandons au gardien de l'appeler pour nous. On insiste pour qu'il appelle maintenant, comme ça on pourra lui parler directement au téléphone s'il veut nous parler. Y va a decir eso, que no quiere que lo moleste, ¿me entiendes? Il ne veut pas être dérangé. Il ne veut pas nous aider. No, faut hacer otra cosa. ¿Vale? Il nous dit de partir, quoi. Ok, gracias. Nous tentons maintenant notre chance dans la coopérative la plus importante du secteur. Mais là encore, on nous répond que le responsable n'est pas là. Peut-être elle peut laisser un message. Se puede dar un mensaje.
Sí, dime. Elle appelle aujourd'hui? Y pregunta si vas a llamar hoy. Hoy no va a estar por aquí. Vamos, hoy no pasa nadie por la asociación. Pour finir, nous allons dans la plus grande entreprise de production de fraises au monde. Leurs barquettes sont commercialisées dans nos supermarchés français. Comenta que Alberto Arrocho no está por aquí, está trabajando por su finca y que no puedo facilitar un teléfono. Puedes dejar un mensaje. Es que me han dicho que no faciliten ni el teléfono ni que haga nada. 18. ¿De verdad que lo estás grabando? Bueno, apunta para otro lado, si no estoy preocupado. Là encore, nous laissons nos coordonnées. En vain. Personne ne nous rappellera. Finalement, nous trouvons quand même un fraisiculteur qui nous laisse filmer toutes ses méthodes de production. Le producteur, c'est lui, mais vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas non plus les engrais chimiques qu'il a entreposés dans ce local, ni les pesticides qui sont enfermés à clé derrière cette porte. Après notre tournage, ce fraisiculteur a été menacé d'exclusion par sa coopérative car il avait parlé à des journalistes. Pour lui, cela signifie faillite de son entreprise. Nous avons décidé de ne pas diffuser notre tournage avec lui pour le protéger. Pourquoi cette omerta? Le secteur de la fraise espagnole aurait-il des choses à cacher? Veulent-ils dissimuler que leurs fraises poussent sur un sol stérile et sont nourries exclusivement d'engrais chimiques? Ou bien veulent-ils éviter que l'on enquête sur la main-d'œuvre qu'ils emploient? La réponse se trouve peut-être dans les champs. Vous venez d'où? De Roumanie. Et vous? De Bulgarie. Moi, de Roumanie. La fraise est un fruit fragile qui ne peut être ramassé qu'à la main. Cela nécessite beaucoup de personnel. C'est un des postes qui coûte le plus cher aux producteurs, qui recrutent massivement au-delà des frontières de l'Espagne. Le soir, sur les places des villages, comme ici à Palos de la Frontera, c'est ambiance internationale. Maghreb, Afrique noire, pays de l'Est, les ramasseurs de fraises viennent de tous les horizons. Parmi eux, Elena, une jeune Roumaine de 26 ans. Ce soir, elle attend sa mère qui est partie en quart de Roumanie depuis 3 jours et demi. J'ai parlé à mon chef pour que ma mère vienne travailler. Il m'a dit, comme tu me respectes, je peux faire quelque chose pour toi. Ta mère peut venir travailler. Je reste seulement 4 mois. Mon salaire est pour la Roumanie. Il me paye 38 € par jour. Je travaille la fraise, rien d'autre. La première année, j'ai trouvé ça dur. J'avais mal au dos. Maintenant, je peux travailler tous les jours, sans problème. Maman arrive! Maman arrive! Venez, allons la voir. Des cars remplis de travailleurs étrangers comme celui-ci, il en arrive tous les jours dans cette région. Elena a trouvé un contrat au SMIC, ainsi qu'un logement. Mais tous les ramasseurs de fraises ne s'en sortent pas aussi bien. À la sortie des villages, nous remarquons ces habitations construites avec des palettes et des plastiques de serre. Ce sont ce qu'ils appellent ici des chabolas, c'est-à-dire des bidonvilles. Dans cette forêt, cette cabane. Fouzia et Khalem, un couple de Marocains, vivent ici sans eau courante ni électricité. Comment vous avez fait pour fabriquer cette petite cabane? Je fabrique avec le plastique et avec les bois. Il vient d'où le plastique? Le plastique de la fraise. Vous l'avez pris dans les champs? Oui, je le trouvais à la poubelle.
Khalem et Fouzia habitent ici depuis 5 ans. Ils ont aménagé 2 petites pièces de fortune. Il faut entrer. Elle peut entrer. Je suis dormi là. Mais maintenant, la cuisine, c'est la cuisine. C'est le salon où je suis mangé. Et elle travaille à la fraise. Elle est très jolie, la fraise, mais elle n'a pas beaucoup de travail. Madame, vous ramassez la fraise? Qu'est-ce que vous faites dans la fraise? Dans la fraise, elle a ramassé 35 € à la journée. Le problème pour Fouzia, c'est qu'il n'y a pas de travail tous les jours. Aujourd'hui, par exemple, elle n'a travaillé que 2 heures. Impossible de payer un loyer dans ces conditions. Voilà. Mais Fouzia et Khalem acceptent cette précarité. Ils savent qu'ils gagneraient encore moins au Maroc. Dans la fraise, au Maroc, elle travaille pour 5 €. 5 € de l'heure? 5 € à la journée. À la journée. Et ici... 7 fois plus. Oui, 7 fois plus. Si vous ramassiez la fraise au Maroc, est-ce que vous seriez à la sécurité sociale au Maroc? Non. Pourquoi? Parce que la gente là-bas n'a pas le droit de travailler comme vous voulez le chef. Ouais. Le droit du travail n'est pas respecté. Il n'est pas respecté, oui. Au début des années 2000, les producteurs ne trouvaient pas assez d'Espagnols pour ramasser les fraises. Ils ont alors embauché des étrangers par dizaines de milliers. Mais en 2007, la crise éclate en Espagne et le chômage explose. Aujourd'hui, les Espagnols veulent revenir travailler dans les champs de fraises. C'est le cas de Maria et Roberto. Nous ne filmons pas leur visage, car s'ils sont reconnus, aucun producteur de fraises ne voudra plus jamais les embaucher. Maria tenait une boutique de vêtements dans la région de Huelva. Avec la crise, son magasin a fait faillite. Son mari était électricien. Lui aussi a perdu son emploi. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun revenu et 2 enfants à charge. L'an dernier, ils trouvent tous les 2 un travail chez un producteur de fraises. Ils espèrent gagner le SMIC, mais ils vont vite déchanter. Nous, on y allait car on était au chômage depuis 3 ans sans rien toucher. On n'a même pas demandé le salaire, ni les jours où on travaillait, on y allait comme ça. Il nous a proposé 3 € de l'heure, de 7 h du matin à 13 h. C'était à peu près 18 € par jour. Et en plus, on doit payer l'essence et tout le reste. Dans la fraise, le tarif horaire minimum avoisine les 6 €. Là, on leur propose seulement 3 € au noir, donc sans sécurité sociale, ni droit pour la retraite. Il nous a dit que si ça ne nous convenait pas, d'autres le faisaient pour moitié moins. Il a dit, si ça ne te convient pas, les petits noirs le feront. Parce que nous, on a de la chance, c'est ce qu'il disait. Tu sais ce que ça représente, 3 € de l'heure, qu'il disait? D'autres viennent pour 3 € par jour. Moi, je cueillais et je me disais, on a de la chance. Jusqu'à ce que tu te dises, non, ça c'est pas de la chance, ça c'est un crime. Mais c'est tout ce qu'on a. Vous avez accepté les 3 € de l'heure? Oui. Pourquoi? Ben, parce qu'on en a besoin. Parce qu'on n'avait rien d'autre. Y a-t-il beaucoup de gens qui acceptent de travailler pour moins de 3 €? Oui. Qui ça? Des émigrés qui ont besoin d'être régularisés. Pour rester en Espagne et avoir la sécurité sociale. Et des Espagnols, comme nous. Il y a de plus en plus d'Espagnols qui vivent maintenant dans la rue.
aunque no les paguen. Retour au village de Palos de la Frontera, au cœur de la région de la fraise. Dans l'atmosphère, il règne comme une ambiance de bombe à retardement. D'un côté, des Espagnols victimes de la crise. De l'autre, des hommes qui ont fui la misère de leur pays. Deux précarités qui se retrouvent face à face et dont certains producteurs profitent. Dans ce village, nous croisons un étudiant malien qui a fui le conflit dans son pays. Ici, il ramasse les fraises. Et son silence en dit long sur ses conditions de rémunération. Vous êtes payé combien par jour dans les champs de fraises? Ça, c'est confidentiel. Ah bon? Ah, mais vous-même, vous savez, non? Si on risquait de dire ça, bon, je risquais aussi de perdre mon travail. Et aussi, ça va venir beaucoup de problèmes aussi à mes cousins et mes frères qui sont aussi. C'est arrivé qu'on vous propose 3 € de l'heure? Bueno, moins que ça aussi, moins que ça. Moins que 3 € on vous a proposé? Oui, moins que ça. L'omerta des fraisiculteurs vise-t-elle à cacher ce travail au noir dans les champs? Ou bien veulent-ils nous occulter les dégâts causés sur le parc voisin de la Doñana, un parc inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO? Cette réserve naturelle abrite les derniers lynx d'Europe et plus de 300 espèces d'oiseaux. Felipe Fuentelzaz est le directeur local du Fonds mondial pour la nature. Selon lui, les producteurs de fraises volent la terre et l'eau de ce parc protégé. Des fermes illégales comme celle-ci, il y en aurait entre 200 et 400. Ces fermes n'ont pas les permis requis pour l'utilisation de l'eau et du sol. Ces producteurs doivent se mettre en conformité avec la loi. Le problème, c'est que la culture de la fraise nécessite beaucoup d'eau. Alors, sur plus de 2000 hectares de forêt, certains producteurs ont creusé des forages sans autorisation. Des puits, comme celui-ci. Voici un forage qui n'a pas de permis. Ce forage alimente une quinzaine de puits pour des fermes environnantes. Les tuyaux apportent l'eau jusqu'à des propriétés qui sont parfois très éloignées. Selon une étude récente de l'administration de Guadalquivir, il y aurait 1000 puits illégaux à Doñana. Le problème, c'est que l'on retire plus d'eau qu'il n'en tombe avec les pluies. Le niveau d'eau baisse dans certaines zones d'une manière dramatique. Pour l'instant, aucun puits illégal n'a jamais été fermé. Cependant, l'administration a promis d'intervenir d'ici 2019. Mais si des puits ferment, des fraisiculteurs pourraient faire faillite. Un cas de conscience dans cette région sinistrée économiquement. L'activité des fraises génère beaucoup d'emplois. Beaucoup de familles en vivent. Ce n'est pas facile de prendre une telle décision. Actuellement, un agriculteur qui doit fermer son exploitation illégale, il perd tout. Il ne peut pas se dire « je vais me consacrer à une autre activité ». Il n'y en a pas. Mais le futur du secteur de la fraise dépend du respect de ces réserves d'eau. Cimetière de plastique de serre et de bidons de pesticides au cœur du parc de la Doñana. L'agriculture intensive des fraises en Espagne, en France ou ailleurs a un prix. Et c'est l'environnement qui le paye le plus cher. La culture hors sol, c'est ce qu'il y a de plus coûteux au monde au niveau énergétique. C'est un bilan carboné absolument catastrophique. Ça comprend tout le pétrole pour faire les engrais, ça c'est une part énorme. Le transport de tous ces engrais chimiques, le phosphore, ça vient du Sénégal. Il faut aller chercher de plus en plus loin ces mines. La fabrication de la serre avec tout le métal, le verre qui a été coulé pour faire les vitres, etc. Tout ça, ça coûte une énergie énorme à fabriquer. Il ne faut pas seulement chauffer la serre, il faut l'éclairer.
C'est totalement délirant. Alors que le champ, il ne vous coûte rien, vous posez vos fraises, vous avez dépensé 0 en calories pétrolières. Hein. Donc ça, c'est des usines à gaz. Hein. C'est toujours une agriculture artificialisée, c'est pas une agriculture, c'est pas le sol de France qui nourrit les Français, c'est le pétrole qui vient d'Arabie Saoudite ou du Venezuela qui nourrit les Français. Donc ça veut dire que notre alimentation, nous dépendons des pétroliers. Quand il n'y aura plus de pétrole, on va manger quoi? Il existe des producteurs qui font pousser des fraises sans pétrole, sans pesticides et en pleine terre. C'est le cas des Nolin, en Dordogne. Joseph, le père, Gaëlle, sa belle-fille, et Mathieu, le fils. Ces producteurs bio sont une exception, car moins de 4% des fraises produites en France sont bio. Ce sont aussi les plus chères, de 16 à 25 € le kilo, soit 10 fois plus que la fraise espagnole. Avant, Joseph cultivait la fraise avec des produits chimiques, comme la quasi-totalité des producteurs en France. Mais en 1995, il a eu un déclic. J'ai commencé à avoir des démangeaisons dues aux produits chimiques. C'était pratiquement devenu insoutenable. Donc je me suis dit que j'étais en train de m'empoisonner. Et par conséquent, le consommateur aussi. Pour vous, il n'y a aucun doute, ça venait des produits chimiques que vous épandiez sur vos fraises? Oui, parce qu'à partir du moment où j'ai arrêté les produits chimiques, les démangeaisons ont disparu. Alors, cherchez l'erreur, quoi. Joseph Nolin expérimente alors plusieurs traitements naturels pour remplacer les produits chimiques. En 2001, il devient le premier fraisiculteur biologique de Dordogne. Je ne me suis pas vanté quand j'ai voulu faire ma conversion bio. Je ne me suis pas vanté parce que je savais très bien que les gens allaient me prendre pour un illuminé. Ce qui s'est passé bien souvent. Et maintenant, ce sont même les techniciens agricoles qui viennent prendre des renseignements sur la ferme pour voir comment je fais parce qu'ils ne comprennent pas. Alors. Tous les techniciens, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? Qu'il fallait employer les produits chimiques. Ils n'ont jamais appris autre chose que ça, quoi, que la chimie, en fait. Joseph élève aussi quelques vaches. Leur fumier sert de fertilisant pour la terre et remplace les engrais chimiques. Il travaille avec son fils Mathieu et Gaëlle, sa compagne. Il leur a transmis sa science pour qu'ils puissent continuer à produire en bio. Je ramasse des orties pour faire du purée d'ortie. Qui a le pouvoir de développer les défenses immunitaires de la plante. Ces producteurs bio utilisent beaucoup de végétaux, comme aussi la consoude, dont les feuilles servent d'engrais naturel. Moi, je pense que c'est pas le fait d'utiliser une ou une autre plante, c'est le fait d'en combiner beaucoup ensemble. Le purin d'ortie, la consoude et le pur jus de consoude, on fait les 3 traitements en même temps, on mélange le produit. Ces herbes sauvages remplacent à elles seules plusieurs bidons d'engrais et d'insecticides chimiques. Allez, Okawe! Allez, viens! Dans cette ferme, on dirait que les chemins ne sont pas entretenus. Les Nolin ne désherbent pas volontairement. Les fleurs sauvages qui y poussent leur servent de mouchards, comme le bouton d'or, qui a l'avantage d'être attaqué en premier contre le thrips, un acarien nuisible qui ira ensuite manger les fraises. Ah ben si, tu vois, il y a un thrips là, tu vois. Ah, il y en a un tout petit là. Ben, je regarde si le thrips est là. Voilà, c'est ce petit insecte là qui... Là, il va ressortir, là, voilà, sur la pétale jaune. Voilà, là. Voilà ce petit thrips. Ah ben il y en a un qui a sauté sur mon ongle là. Voilà, et ben ça c'est le thrips et c'est pour ça que j'aime bien garder le bouton d'or. Parce que c'est une plante indicatrice sur le fait qu'il va... Dans 15 jours, 3 semaines, il va falloir insérer, là quand on aura passé le mois de mai, insérer les premiers oreillers, ce Swisky, pour faire leur travail, pour qu'ils mangent les thrips. L'Orius est une punaise qui tue les thrips. Mathieu va poser sous ses tunnels des cartouches pleines de ces punaises comme celle-ci. Les punaises iront ensuite alors manger les thrips, comme cela se fait dans la nature depuis la nuit des temps. Pas besoin de pesticides chimiques pour cela. Et puis le fait de laisser de l'herbe dans les allées, ça fait une meilleure pollinisation parce que les bourdons et les abeilles, la première chose qu'ils vont faire, ils vont aller dans les fleurs des allées et après ils vont pouvoir se jeter sur les fleurs de fraisier. Donc c'est un tout en fait, c'est un tout.
Je pense que la nature, elle est équilibrée à la base. Après, c'est peut-être nous, société dans laquelle on vit, qu'on déséquilibre un peu la nature. Mais sur la base, je pense que oui, la nature, elle a ce qu'il faut pour nous nourrir et pour faire en sorte qu'on aille bien sur Terre. C'est un tout. Protégeons-la et elle nous protégera. Dans la nature, il existe des centaines de variétés de fraises. Mais certains essaient d'en créer des nouvelles. Comme ici, toujours dans le Périgord. Voici le CIREF, un centre scientifique financé par les producteurs français. Des chercheurs s'y activent pour donner naissance à la fraise du futur. Elle doit être plantureuse et brillante, savoureuse et résistante aux maladies. Pour cela, Philippe Chartier, sélectionneur en chef, joue les agences matrimoniales. À l'aide de son pinceau, il pollinise fraisiers mâles et femelles pour créer plus de 8000 nouvelles variétés. Au bout de 8 ans, seuls 2 ou 3 seront commercialisés. Une sélection impitoyable qui passe par le test de la fermeté. J'utilise un pénétromètre qui va appliquer une certaine force pour s'enfoncer de 3 mm. Pas de pitié pour les molles. Celle-ci finira à la poubelle. Car la fraise idéale ne doit pas s'abîmer trop vite. Aurélie Petit cherche aussi la variété qui contiendra le plus d'antioxydants, qui promet un bienfait santé pour le consommateur. Plus nous on mange d'antioxydants, mieux on se défend face aux maladies cardiovasculaires, cancers. Toutes les fraises ont beaucoup d'antioxydants. Les 8000 fraisiers ont aussi droit à un séjour dans cette serre de la torture. Ici, Philippe Chartier observe leur résistance aux maladies et aux insectes. Car la fraise du futur doit être capable de se passer de pesticides. Ici, je suis sur une plante qui a de l'oïdium, même à un stade très précoce, puisqu'il se développe sur le fruit vert. Ça, c'est une variété qui est sensible, donc je vais la sortir. Et c'est une plante qui va être éliminée et que je ne vais pas garder en sélection. Avoir une santé de fer ne suffit pas. La fraise idéale doit aussi être bonne. Là, je goûte la H182. Et en termes de goût, c'est un goût neutre. Donc, a priori, ce n'est pas une sélection que je vais conserver. Vous en goûtez combien par jour de variétés? En général, je peux goûter jusqu'à une centaine de variétés différentes par jour. Une centaine de fraises par jour? Une centaine de fraises par jour, oui. Là, je goûte la H221, qui est pareil, en deuxième année d'évaluation. Elle est bonne, elle est parfumée. On la retrouvera peut-être dans les assiettes dans 6 ou 7 ans. En attendant l'arrivée de la fraise idéale, quelle est la meilleure des fraises aujourd'hui? Entre les fraises françaises, belges, espagnoles, les bio et les non-bio. Nous avons organisé une séance dégustation avec 3 professionnels du goût. Xavier de Namur, propriétaire de 5 restaurants à Paris. Christophe Michalak, chef pâtissier du Plaza Athénée. Et le chef Laurent André, du Palace Royal Monceau. Nous allons leur faire goûter 4 fraises, sans leur dire quelle est la variété. Ils vont devoir deviner. Nous démarrons par l'espagnol. Non, je la finis pas, non. Vous savez, il y a une publicité lorsque j'étais enfant, ça ressemble à des fraises, ça a l'odeur des fraises, mais c'est pas des fraises. Voilà, j'ai tout dit. C'est pas, non, il y a un côté un peu, espèce de croquant un peu bizarre, assez flotteux, c'est assez insipide. C'est que ça a cuit sous une lampe, que ça n'a pas de goût, que ça a juste de la couleur. Voilà, je pense que tout est dit. On va pas s'y attarder. Alors je vais vous demander de mettre une note sur 10, monsieur de Namur. 1. 1 sur 10. 1, c'est pour pas mettre 0. Je serai un peu moins sévère que Xavier, je mettrai 2. Je vais être terrible. J'ai envie de mettre 0, pour être très honnête, mais je vais rejoindre Xavier. C'est vrai que bon, ça reste une fraise, voilà, il y a de la couleur. Mais c'est tout, quoi. Mais vraiment, c'est tout. L'espagnol remporte une note moyenne de 1,3 sur 10.
On peut presque casser des vitres, regardez. Je vais la jeter contre la vitre. Fraise numéro 2. Nous leur soumettons maintenant une El Santa de Belgique, la même variété que notre fraise de Noël. Un peu mieux, mais c'est pas ça non plus. Hein. Non. Non. Il y a beaucoup d'eau et j'ai pas le goût de la fraise encore. On est sûrement sous serre ou sous tunnel et on est hors saison, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pris assez de soleil. Vos notes? 3 sur 10. Ouais, 3 sur 10, ça ne va pas plus. Ouais, 2. La troisième, c'est une gariguette cultivée en hors-sol. Il y a du goût, il y a du nez. Ça rigole moins, il y a ouais. du nez, ouais. Là, il y a... Ah oui. Ah, c'est marrant, hein. C'est la première, hein, franchement. Ça ne croque plus et ça fond. Et encore, c'est pas l'apogée. Ouais, c'est pas. C'est le début des fraises. Il faut attendre et quand elle est mûre, elle est juste parfaite. Moi, je dirais un bon 8, mine de rien. Entre 7 et 8 parce que, allez, 7. Alors moi, je suis sur 5, juste la moyenne. La quatrième et la dernière, c'est toujours une gariguette, mais une bio cette fois-ci, donc cultivée en pleine terre. Elle est très belle. C'est la plus élégante qu'on ait vue. Hein. Ça va être un peu le piège, à mon avis. Hein. Alors celle-là, moi je trouve qu'elle est meilleure. Elle est dehors. Elle est en extérieur, elle doit être en pleine terre. Puis elle a un petit côté de sable et croustillant derrière qui fait que derrière elle doit sûrement toucher un peu la terre. Pour moi c'est ça, c'est plein champ. Elle est fleurie, mais elle reste acide. Mais au goût, je vais prendre celle-là, moi. Moi je mettrais 7,5. Moi je resterais sur le 8, comme la gariguette que j'ai goûtée précédemment. Moi, je vais monter, je vais mettre 8. Morale de l'histoire, la meilleure des fraises, elle pousse en pleine saison pour être gorgée de soleil et on la mange directement sur le fraisier. Et là, pas besoin de sucre. Et encore moins de chantilly.